Bienvenue à votre magazine Le Point, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons évoquer, comme d'habitude, des questions liées à la marche du pays et à l'actualité. Nous recevons pour vous, une fois de plus, Jules Bakatou-Chipa, qui est analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, nous allons évoquer avec vous la réforme de la CENI. La loi est passée à l'Assemblée nationale ce vendredi. Nous évoquerons aussi une question qui s'est invitée dans l'actualité aujourd'hui et qui est aussi quand même liée à la réforme de la loi électorale, la Congolité, qui doit être président de la République démocratique du Congo. Et aussi, nous allons, toujours en rapport avec cette réforme, revenir sur le profil du président, cette fois-là, de la CENI. Alors, la loi a été, la réforme de la CENI a été présentée, la loi a été présentée par la commission PAJ, dirigée, on le sait maintenant, par le professeur Mbata, et la loi est passée. Quel est le commentaire que vous avez là-dessus? Oui, merci, monsieur le journaliste, encore une fois de plus pour l'invitation. Je crois que le pays est en train d'avancer petit à petit vers des réformes dont tout le monde a essayé de parler pour dire qu'on doit réformer la loi électorale, la CENI. Alors, c'est vrai, c'est un débat qui s'est passé d'une manière très démocratique. Et j'aimais quand même l'élégance des uns et des autres par rapport aux avis qu'ils ont avancés. Certains dans le sens de pouvoir soutenir la nouvelle loi, d'autres dans le sens de critiquer. Mais je n'ai pas trouvé parmi les représentants nationaux la pensée d'aller diverger par rapport à leur débat, mais ils ont cherché à converger et regarder dans la même direction. Là, c'est déjà un point positif par rapport à la classe politique de notre pays. Et c'est ce que nous voulons voir d'eux. En fait, l'avantage, c'est que au lieu de 6 membres, maintenant le bureau sera composé de 7 membres. On a ajouté le poste du deuxième vice-président qui va dorénavant appartenir à l'opposition parlementaire. Est-ce que c'est un avantage en tant que tel? Parce que finalement, on a toujours l'impression que la CENI est l'objet de la convoitise des acteurs politiques qui ont voulu faire une sorte de partage en ajoutant un poste comme ça pourrait permettre ce qui a été, par exemple, évoqué et dit à une époque, un partage équitable et équilibré. Au fait, notre démocratie, elle est encore toute jeune. Elle a besoin de consensus. Parce que pour le moment, on a plus besoin de ce qui nous réunit que de ce qui nous divise. Vous voyez, alors dans notre pays, moi j'encourage le consensus. J'encourage que les politiciens puissent parler, quelle que soit leur couleur politique, parce que l'intérêt qui doit caractériser chaque politicien, c'est la RDC. Et nous n'avons que ce seul patrimoine ici qui doit nous concerner. Tout ce que nous devons faire, c'est pour l'intérêt de la RDC. Oui, en fait, il n'y a pas de question. Par exemple, aujourd'hui, le FCC qui fait l'opposition parlementaire est monté au créneau pour fustiger cette sorte de partage en indiquant que si le poste de vice-président, le deuxième vice-président, était dévolu à l'opposition, il lui reviendrait aussi le poste du rapporteur, parce qu'en son temps, ce poste a été toujours confié à l'opposition. Dans les cas d'espèce, les rapporteurs Kalamba, il est venu de l'UDPS. Oui, c'est une bonne guerre. C'est une démocratie, chacun doit avoir son point de vue. Et pourvu que ça passe, ce qui est vrai, les choses ont évolué. C'est-à-dire, à l'époque, le poste était réservé à l'opposition parce qu'il n'y avait pas le poste de deuxième vice-président. Maintenant qu'on le crée, sûrement les débats doivent aussi évoluer dans le sens du poste de rapporteur. Vous voyez, il ne faut pas chercher toujours à gagner, mais il faut chercher à servir.
voyez, moi, j'apprécie vraiment la manière dont le FCC est en train de faire son opposition. C'est vraiment une opposition républicaine. Ils ne sont pas dans le sens de tout casser, comme certains se font passer pour des révolutionnaires, alors que nous sommes dans une république. On n'a pas besoin de révolutionnaires. Vous voyez, dans un processus électoral, vous pouvez rater aujourd'hui. Chirac a raté combien de fois pour en fait devenir président de la République française. Donc, l'FCC, je les encourage. Ça, c'est vraiment une bonne école. Je comprends qu'ils ont un bon leadership qui essaie de leur faire comprendre qu'on n'a pas à tout casser. Vous voyez, c'est vrai, ils peuvent aussi réclamer beaucoup, mais à ce qui me concerne par rapport aux analyses, je me dis qu'ils ont déjà, à ce qui les concerne, le poste de deuxième vice-président. Et puis les rapporteurs, moi je pense qu'il peut peut-être venir de la société civile. Il y a déjà le président. Bien sûr, parce qu'il faut qu'il y ait une certaine harmonie. Vous voyez, il ne faut pas qu'au sein de la CENI, qu'on trouve des tendances politiques. Dès que vous appartenez à la CENI, vous cessez d'être membre de votre parti politique. C'est comme au sein du gouvernement. Mais c'est compliqué parce qu'on sait que tout ce monde-là va répondre au dictat de leur parti. Mais quand les choses évoluent, les hommes doivent aussi évoluer. Et les partis qui donnent toujours des orientations à leurs membres qui occupent des fonctions officielles, ça c'est contre la loi et c'est contre aussi les bonnes mœurs. En politique, il faut comprendre, on lutte pour accéder au pouvoir. Mais quand on accède au pouvoir, on n'appartient plus à son parti. Là, on appartient à la nation. Vous voyez, aujourd'hui, on vous parle des anciens présidents qui sont pris en charge par les trésors publics. Est-ce que c'est leur parti politique qui les prennent en charge? C'est tous les Congolais qui contribuent pour qu'ils soient payés. Moi, ce qu'on se dit, ben voilà, vous êtes un ancien président, vous êtes ici de votre parti politique, alors que votre parti politique ne doit pas prendre soin de vous. Non, quand on accède aux fonctions publiques, on devient homme d'État. On n'est plus homme du parti politique. Et là, ça doit être compris dans les têtes de nos politiciens. Il ne faut pas toujours jouer le truc tel que autorité morale, président, je donne... Non. Laissez l'homme qui a été choisi servir la nation. Mais là, ça sera peut-être dans un futur lointain, parce que pour l'instant, la réalité politique est celle-là. Et quand on regarde entre les lignes, on se dit que la CENI, en réalité, les politiques n'ont pas un engagement républicain. En adhérant ou en entrant à la CENI, c'est simplement des intérêts partisans et qu'ils vont être là pour contrôler et maîtriser les élections et les résultats des élections. Ben, ça, c'est des anciens systèmes. Les choses évoluent, comme je vous l'ai dit. Les choses vraiment sont en train d'évoluer. Et les politiciens congolais prennent conscience. Je ne pense pas que ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui sont en train de subir les dictats de leur parti politique. Et je ne crois pas aussi que ceux qui forment la majorité au niveau du Parlement aujourd'hui, ils subissent les dictats du président de cette majorité au sein du Parlement. Je ne pense pas. Donc les politiciens, il faut leur donner aussi la chance de s'amender, de s'améliorer, parce qu'il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Alors ils doivent comprendre que s'ils commettent des erreurs aujourd'hui, demain, lors des élections, ils ne vont pas être épargnés, ils vont être sanctionnés. Ne vous en faites pas. Le peuple voit et il examine. Tout celui qui va se comporter comme un serviteur d'un parti ou de servir la nation, qui ne s'attendent pas à un bon résultat lors des élections. C'est pourquoi nous voulons que la CENI soit totalement et réellement indépendante. Nous espérons que ça sera bien le cas, mais tout à l'heure, vous disiez que non seulement que la société civile pourrait prendre le poste des rapporteurs, mais off the record, avant l'émission, vous avez même évoqué la possibilité à ce que les membres de la CENI puissent prêter serment. Bien sûr, je me dis, parce que là, ils viennent pour exercer une mission très délicate. Ils doivent prendre un engagement devant la nation, n'est-ce pas? De n'être que neutre et ne dire que la vérité. Ils doivent prêter vraiment serment, de telle manière que quand on les attrape dans la compromission, et c'est la prison qui s'ensuit, là, les gens vont commencer à respecter comme certains principes. Et moi, je me dis, au sein du bureau de la CENI, il ne faut pas qu'il y ait un climat de méfiance entre ceux qui vont composer les bureaux. C'est pourquoi j'ai proposé, comme ils ont gardé le fait que le président soit toujours issu de la société civile, la sous-composante confession religieuse. Donc, cette fois-là, les autres composantes de la société civile peuvent aussi présenter les candidats rapporteurs. Et au niveau de la plénière, on peut aussi, c'est vrai, on a accepté qu'on renforce
avec plus de membres de la société civile. D'autant plus que le président, ici de la société civile, avec les rapportés de la société civile, ils vont converger par rapport au rapport qui doit être présenté. Et les deux sont contrôlés par le premier vice-président et le deuxième vice-président qui sont ici de partis politiques. Vous voyez, la majorité au niveau de l'Assemblée nationale et l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale. Donc c'est dans ce sens-là que ça peut être un bureau bien harmonisé, de telle manière qu'ils se surveillent entre eux. Et là, les résultats peuvent quand même aller dans le sens de pouvoir être crédibles. Vous voyez, donc tout ce que nous cherchons, c'est éviter des conflits post-électoraux. Oui, évidemment, la cohésion au sein du bureau de la CENI va aussi dépendre du leadership du président de ce bureau. Nous avons promis de revenir en troisième position sur les profils du président de la CENI. Mais entre-temps, il y a eu cette autre question qui s'est invitée au débat national. C'est vrai que ce n'est pas encore arrivé à l'Assemblée nationale, mais bon, on ne sait jamais. C'est ce que d'aucuns qualifient des congolités du candidat président de la République. On le sait aujourd'hui, il y a le projet, un projet de loi présenté par un citoyen, c'est tout à fait normal, Noël Tchani en l'occurrence, qui dit que, en substance, ne peut être candidat, ou en tout cas ne peut être élu président de la République démocratique du Congo qu'un Congolais des pères et des mères d'origine. Et du coup, ça a enflammé aussi bien les réseaux sociaux que les débats dans les salons politiques ou sur les plateaux de télé. Est-ce qu'il a donné un coup de pied dans la fourmilière? Est-ce que nous en avons besoin? Bon, vous savez, on ne peut pas, je suis en démocratie, on ne peut pas empêcher quelqu'un de réfléchir, et surtout pas à haute voix. Vous voyez, il est un citoyen congolais libre de pousser loin sa réflexion. Il faut comprendre, il est motivé par quoi? Vous voyez, nous sommes dans un pays, nous avons passé beaucoup de temps de guerre. Et cette guerre qui nous a été imposée par les ennemis de la République. Quelles sont leurs intentions en nous imposant cette guerre? Alors, nous devons aussi prendre des précautions, parce que le pays nous appartient. Notre pays, nous le savons, qu'il est vraiment riche, béni par le Seigneur, mais dont les richesses ne profitent pas aux Congolais. Pourquoi on doit continuer? À cause des étrangers ou à cause des Congolais eux-mêmes? Mais écoutez, toutes les armées qui nous font la guerre, dites-moi quelle est l'armée congolaise? Ce sont des armées étrangères. Parce qu'il y a aussi, aujourd'hui, on n'est plus en guerre ouverte, au moins avec un voisin, mais il y a énormément des rébellions d'origine congolaise qui sévissent au Congo depuis les 10 dernières années. Actuellement, on vous parle plus des ADF. Les ADF, là, et leurs alliés, ce ne sont pas des Congolais. Donc, les ADF, en tout cas, ne représentent pas le gouvernement ougandais. Non, mais ce sont des rebelles ougandais. Oui, pourquoi ils ne font pas contre le régime en place en Ouganda. Mais pourquoi ils ne font pas la guerre en Ouganda? C'est-à-dire ça, c'est juste une façon d'habiller la stratégie d'attaque. Parce qu'on ne peut pas vous dire que non, nous les envoyons pour... Qui fournit à ces hommes-là les équipements pour faire la guerre? Ça vient d'où? Mais s'ils sont rebelles contre leur pays, qu'ils attaquent leur pays. Mais pourquoi ils attaquent chez nous? Ça, c'est juste une façon de couvrir les forfaits. Ce sont des voisins qui en veulent à nos richesses. Et ça profite à leur population. Et pendant ça, nous, chez nous, ce n'est pas la RDC qui nous intéresse, c'est les individus qui nous intéressent. Moi, je me dis, ce genre de débat, il ne faut pas le faire avec des passions. Il faut le faire avec un cœur purement patriotique. Vous comprenez? Parce que l'essentiel, ce n'est pas que moi, je me retrouve à un poste de commandement, mais l'essentiel pour moi, c'est que c'est lui qui dirige, il puisse bien le faire. Oui, mais la loi congolaise dit que la nationalité congolaise est une et indivisible, et exclusive plutôt. Et donc, tout citoyen étranger qui a besoin de la nationalité congolaise, s'il l'obtient, il renonce à la nationalité précédente. Et notre loi ne dit pas que il y a des citoyens, des secondes zones, ainsi de suite. Tout
un chacun qui a la nationalité congolaise J'étais en train de vous expliquer. peut aujourd'hui légitimement briguer les mandats présidentiels. Oui, je crois que Noël Tchani a beaucoup réfléchi. Il a beaucoup réfléchi avant de proposer sa loi. Vous savez, la fonction président de la République, elle est une fonction sacrée. C'est même les symboles de notre unité nationale. Mais si à son niveau, il n'y a pas certaines conditions pour qu'il occupe la fonction, vous rendez la fonction un peu légère. Vous savez, si vous ne donnez pas la valeur à ce que vous détenez, personne ne va donner la valeur. Pour l'instant, vu l'évolution des événements, je vous disais tout à l'heure que nous sommes vraiment envahis par les armées étrangères dans notre pays. Bon, pour quel but? C'est contrôler nos richesses, pour qu'ils s'en servir. Vous croyez qu'après une stratégie de guerre ratée, ils ne vont pas monter d'autres stratégies, mais ils vont aller jusqu'à chercher à briguer la magistrature suprême. La guerre que nous vivons dans notre pays, avec la complicité des Congolais, bien entendu, des Congolais qui n'ont pas encore compris le sens d'être Congolais. Moi, j'ai toujours dit, regardez, même chez nos voisins, les Congolais sont toujours menacés, n'est-ce pas, d'expulsion. On les considère comme les sous-hommes, ils aiment l'ambiance, la boisson, les femmes, l'argent. Ils n'ont pas de caractère, ils n'ont pas de personnalité. Comment ils le disent? Parce que ça sort des bouches des Congolais. C'est les Congolais qui critiquent les Congolais. C'est les Congolais qui combattent les Congolais. Voilà des Congolais de faibles d'esprit. Ils sont là pour faire les liaisons, les liens à cause de petits intérêts, pour plaire aux intérêts des pays voisins. Et ces Congolais-là, c'est ce que nous sommes en train de chercher pour dénicher et puis dénoncer. Un vrai Congolais ne peut pas, comment je dirais, se rallier à des étrangers pour combattre son pays et son peuple. Et ces gens-là, c'est ce qu'ils font, en complicité avec certains de nos dirigeants. Ils nous dirigent, mais en connivence avec ceux qui nous combattent. Nous les avons vus ici. Alors c'est pour dire que Noël Tchani ayant bien réfléchi, il faut dépassionner le débat, ne pas l'orienter dans le sens des individus. Parce que les individus passent, mais la nation reste, la nation demeure. L'essentiel, c'est que ceux qui nous dirigent, est-ce qu'ils le font bien? Aux États-Unis, par exemple, n'importe qui n'a pas fait la politique. La politique n'est pas réservée à tout le monde. Chez nous, tout le monde veut faire la politique parce qu'il croit que sans politique, on gagne facilement. Vous croyez que si aujourd'hui, il y avait du travail pour tous les Congolais, on parlerait de la politique aujourd'hui? La loi de Noël Tchani, qui pouvait penser à ça? Parce que les gens ont des intérêts qui sont protégés par des individus. Justement, il est dit que Noël Tchani est en réalité les bras séculiers du régime actuel qui est en train déjà de disqualifier des concurrents ou des challengers aux prochaines élections. C'est un faux débat. Je dis, ne faisons pas le débat pour les individus, faisons pour la nation. Il a donné une idée, il a réfléchi, mais si vous venez avec une idée contraire, contredisez-les. Au lieu de commencer à victimiser les gens, non, lui, Noël Tchani, non, ça c'est trop bas. Il a réfléchi comme tout Congolais, un intellectuel qui a réfléchi, qui a donné une proposition de loi aux députés de voir si cela est faisable ou pas. Mais moi, je suis dans la logique telle que la fonction président de la République, elle est sacrée. Moi, je crois qu'à ce stade, vu le parcours, les 20 dernières années de notre pays, on doit verrouiller un peu la fonction ainsi que certains postes clés de la République. Notamment verrouiller par rapport à la nationalité. Par rapport à la nationalité, par exemple. C'est une loi. Prochainement, peut-être tu peux dire, ben voilà, on peut encore modifier un peu. Mais on peut la garder même pour 50 ans. De façon qu'on puisse regarder ceux qui ont envahi notre pays, quelles étaient leurs intentions. Après 50 ans, on peut revenir. On peut tout modifier. C'est-à-dire, pour l'instant, nous disons, on ne sait pas qui nous ont envahis, quelles étaient leurs intentions. Vous comprenez? C'est après que nous avons appris que Fayulu devait prendre le pouvoir pour 2 ans, refaire les élections, revoir le code minier, tout et tout. Donc, c'est après. Mais quand il venait comme candidat président, qui s'attendait que le gars avait déjà pris des contacts avec les étrangers, n'est-ce pas, pour revoir certaines dispositions prises ou lois prises par notre gouvernement à son temps. Aujourd'hui, je crois qu'en ce qui me concerne, je veux dire qu'on doit verrouiller la fonction du président de la République. Elle doit vraiment être verrouillée. Aux États-Unis, vous pouvez avoir le parent américain, mais né hors les États-Unis, vous ne pouvez pas briguer la présidence. Là, vous êtes de fils exclu.
même quelle que soit votre popularité. Et devant la loi, tout le monde est en dessous. Nul n'est au-dessus de la loi. Quelle que soit votre qualité. Si vous êtes l'un des parents américains, né au sol américain, vous pouvez postuler comme président de la République. Donc, si vous avez les deux parents non américains, mais vous êtes né aux États-Unis, cette fonction-là ne vous intéresse plus. Oui, mais pour l'instant, la loi congolaise, la Constitution... Mais voilà pourquoi il a proposé une loi. Il a proposé, c'est aux députés de voir si réellement cette loi-là... Parce que la majorité, à un moment donné, c'est elle qui dirige. Tout ce que nous voulons dans notre pays, c'est que quand on dirige bien. À l'essence qu'il y ait un partage équilibre de revenus ou de richesse de notre pays parmi les Congolais. Que tous les Congolais se retrouvent du moins. Vous voyez? Alors quand on vient avec les débats pour susciter encore les passions et diviser les Congolais, ce n'est pas bien. Moi je me dis, il faut regarder dans l'intérêt national. Est-ce que cette loi-là vaut la peine ou pas? Si elle vaut la peine, dépassionnons le débat, ne regardons pas les individus. J'ai toujours dit, les grands hommes parlent des idées. Si vous voyez des hommes qui s'intéressent aux individus, comprenez déjà que non, c'est des petits hommes. Il ne faut pas faire le débat. Tu as dit qu'il s'est intéressé à un individu? Non, il a proposé la loi, ça c'est pas individuel. Il a proposé la loi pour la République. La fonction président de la République, c'est pour la nation. Ouais, parce que par le passé, dans ces pays, on a déjà aussi vu des lois taillées sur mesure, quoi. Bon, il ne faut pas toujours prendre des mauvais exemples. Il faut prendre les bons. Oui, les bons, c'est-à-dire quoi? Notre pays vient de parcourir, comment je dirais, une période très très compliquée, très très délicate, où nous sommes envahis par des étrangers. Imaginez-vous, la MONUSCO a fait plus de 20 ans dans ce pays, n'est-ce pas? Avec des militaires étrangers. Ils peuvent avoir fait aussi des enfants ici. Vous dites que ces enfants-là, ils les ont fait au Congo, ils sont partis grandir ailleurs. Et ils sont plus congolais que ceux qui sont nés ici. C'est pour une période. On dit, ben voilà, on doit quand même verrouiller la fonction pour éviter que les gens viennent encore piller nos richesses prétendant nous diriger. Les Belges l'ont fait prétendant construire la République. Est-ce que politiquement, ça ne va pas poser d'autres problèmes? Parce que nous avons déjà suffisamment de problèmes. Et cette loi, parce qu'on dit les faits sociaux sont totaux et globaux. On ne peut pas faire semblant d'oublier les contextes sociopolitiques dans lesquels nous nous trouvons. Alors cette loi-là, est-ce qu'elle ne risque pas de compliquer déjà une équation nationale complexe? Vous voyez, si nos leaders qui avaient milité pour l'indépendance avaient de la maturité suffisante, il n'y aurait pas eu de sécession. Aujourd'hui, nous avons besoin de leaders nationalistes qui comprennent que l'intérêt de la nation, d'abord, pas l'intérêt des individus. Si vous trouvez que dans cette loi-là, il y a l'intérêt de la République, même si elle vous désavantage, vous vous inclinez. Parce que vous êtes sans ignorer la loi Minaku et Sakata. Cette loi, c'est qu'elle avait suscité ici. Tout le monde, enfin, une certaine opinion, c'est plus à soutenir que la loi avait été simplement instrumentalisée. Cette loi-là, pour ceux qui comprennent bien, voulait donner plus de pouvoir au ministre, alors que le ministre de la Justice, c'est le pouvoir exécutif. Or, nous avons le pouvoir exécutif qui est distinct du pouvoir judiciaire. Bon, en fait, ce que je voulais dire, c'était un projet de loi comme ce projet-là de loi... Toutes choses restant égales par ailleurs. Bien sûr, mais l'intérêt, c'est qu'on voulait donner le pouvoir, l'exécutif sur le judiciaire, par le ministre de la Justice. Or, ça ne peut pas se faire de par notre constitution, c'est-à-dire les pouvoirs sont indépendants. Le pouvoir judiciaire, il fait son travail indépendamment du pouvoir exécutif. Or, par rapport à la loi de Noël Chani, ça c'est la République. Ça n'a rien à voir avec les individus. C'est la République, la fonction président de la République et ceux qui doivent occuper des fonctions stratégiques dans notre pays. Ils ne doivent pas être des gens qui ont des nationalités douteuses. Vous voyez, donc là, rien à faire. Il n'y a pas de nationalité douteuse. Hein? Il y a une nationalité savez, à un moment donné, exclusive. Barack Obama, c'est le premier président noir. Chez nous, ici, nous croyons qu'il est blanc parce qu'il est métissé ou comment. Mais pour les Américains, c'est un noir. Oui, c'est un noir. C'est le premier depuis l'histoire des États-Unis. Il fut un moment aux États-Unis où les Noirs ne veulent pas faire la politique. Vous voyez, ils viennent de l'apartheid. Ils ont beaucoup évolué pour laisser les Noirs occuper certaines fonctions. Parce qu'ils craignaient que ces gens
qui avaient beaucoup souffert, qu'ils viennent un jour à se venger. C'est ce qui a fait la force de Nelson Mandela. Parce que les Blancs, ils craignaient aussi en Afrique du Sud pour dire non, si les Noirs, bien qu'ils soient populaires, arrivent à prendre le pouvoir avec un leader qu'on aura du mal à maîtriser, c'est fini. Nous, la race blanche, elle est exterminée. Et Mandela, quand il est sorti, il a dit non, 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 je pardonne tout le monde, nous sommes une nation arc-en-ciel. Voilà les hommes d'État. C'est ce que nous voulons dans nos politiciens ici. Quand vous trouvez que cette loi-là est là pour intérêt sauvegarder la cohésion et l'unité nationale, quel que soit votre ego, vous vous retirez et vous laissez la loi prendre les dessus sur vous. D'autant plus que vous allez passer. Mais la nation ne va pas passer. Qu'est-ce que vous allez laisser après vous? Imaginez-vous, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre les conséquences de la guerre que l'AFDEL nous a menée. Mais chez nous, les politiques tiennent en laisse les restes de la vie. Donc, bon, c'est une mauvaise conception des choses. Parce que, vous savez, nous sommes dans un pays pauvre. Quand est-ce qu'on va parler de l'industrialisation de notre pays? Nous avons des minéraux, mais qui se transforment ailleurs. Vous pensez que si nous rendons vraiment notre pays nous industrialisons, même l'agriculture dans notre pays, les Congolais vont chômer. Beaucoup de gens qui font du bruit en politique parce qu'ils sont au chômage, ils n'ont pas de travail. Il faut crier autour des individus pour avoir un peu quelque chose à aller nourrir sa famille. Donc les Congolais aujourd'hui sont caractérisés par la flatterie. Vous croyez maintenant un gars qui a son boulot, un directeur d'une entreprise, il a le temps de penser aux politiciens. Donc lui, c'est son boulot qui l'intéresse. Mais combien de Congolais travaillent ici chez nous? C'est pourquoi vous les voyez dans des manifestations, ils sont là-bas à coups de billets. Parce que bon, il dit, mais je peux quand même aller, ne fût-ce qu'avoir une bouteille de oui, à propos, j'ai réagi un peu sur l'actualité à propos des manifestations. C'était peut-être pas prévu, mais il y a eu cette marche vendredi aussi des proches des Camérés, Vital Caméré donc, qui a été la marche a été rabrouée, interdite pour certains de manière violente, et on considère que c'est quand même dommageable pour la démocratie dans ce pays. Ce que je tentais de vous dire que si nos politiciens des années 60 étaient mûrs, il n'y aurait pas eu de sécession. Caméré, il a des problèmes avec la justice, pas avec des individus. Voilà. Caméré a été condamné au premier degré, n'est-ce pas? Il est allé en appel. Donc sa question n'est pas encore vidée. Peut-être s'il était resté dans la condamnation, il aurait bénéficié de la grâce présidentielle comme les autres. Il serait libéré. Lui, il veut être justifié. C'est ça la guerre. Parce qu'il dit que si je suis condamné, même si je sautais après avoir bénéficié d'une grâce présidentielle, je ne peux plus compétir. Oui, exactement. Ça se résume à ça. Voilà. Maintenant, ils sont en train de faire pression sur la justice. On ne fait pas la pression sur la justice. Écoutez, la justice est rendue au nom du peuple congolais, y compris les membres de l'UNC. C'est leur justice. Ils ne peuvent pas se faire la guerre. Donc, ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Vous voyez, c'est comme si les Congolais ne veulent pas évoluer. Mais est-ce que ce n'est pas plutôt, quand on veut lire entre les lignes, est-ce que ce n'est pas plutôt un des amours latents aujourd'hui au sein de la nouvelle majorité et qui peut se terminer de manière désastreuse? Parce que il y a Caméré. Aujourd'hui, effectivement, il se projette aussi sur 2023. Vous avez Moïse Katumbi, et pour cette histoire des Congolités, qui se projette aussi sur 2023, et j'en passe. Et que cela s'exprime de cette manière-là, est-ce que ça ne signifie pas que bientôt on va assister à la désagrégation de cette nouvelle majorité politique? Voilà, en tant que journaliste, vous devez aussi comprendre qu'il faut aider la population qui nous suit. Il ne faut pas toujours ramener les débats au niveau des individus. Il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, qui connaissaient Moïse Katumbi. 40 ans, ils connaissaient Moïse Katumbi. Ou ils connaissaient Vital Caméré. Parlons République. Je vais vous parler d'une sagesse dans la Bible du roi Salomon. Cette femme-là vit son enfant. Parce que les amours dont vous parlez, vis-à-vis des individus ou de la nation. Les partenaires politiques. Non. En politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Oui, justement, parce que les intérêts des autres... Non, ce qui nous intéresse, nous, actuellement, Congolais, c'est la nation. Pas les intérêts égoïstes des partisans, non. S'ils veulent parler de leurs intérêts, moi, je ne les écoute pas.
S'ils parlent à la République, je les écoute. Parce que la République, c'est ce qui fait notre intérêt. L'amour pour la République. D'accord. J'ai parlé de la sagesse de la Bible. La femme, elle a vu que c'était son enfant qui était entre les mains de l'autre. Mais quand le roi dit... Le roi Salomon. Le roi Salomon. Oui. Quand il dit, bon, je vais prendre l'enfant mort, je le divise en deux, le vivant aussi en deux. Qu'est-ce que la maman a dit? Non, 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 c'est mon enfant. Je voudrais qu'il vive même entre les mains de celle-là. Comprenez? Mais celle qui n'était pas propriétaire de l'enfant vivant, elle a dit quoi? Oui, 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 faites-les, faites-les. Il n'avait pas intérêt. Donc il y a des gens qui n'ont pas intérêt que le Congo puisse rester soudé et uni. Ils n'ont pas intérêt. Ils n'ont pas intérêt que la justice soit efficace. Comment on va faire sentir l'autorité de l'État sans passer par la justice? Si réellement la justice, il a été prouvé que Kamere s'était trempé dans une malversation financière, mais eh bien, que voulez-vous? On n'est pas là pour faire la compromission. Nous sommes là pour aller ensemble. Parce que les siens, les proches des Kamere, on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ils ont publié des vidéos de ces maisons pour lesquelles Kamere serait en prison, les maisons qui sont arrivées. C'est là où je dis que... Et d'autres pour lesquelles on est en train de faire les raccordements de l'eau et de l'électricité. Ça, c'est l'ignorance. L'argent qui était sorti, c'était pour remettre les clés de maison. Ce n'est pas pour remettre les conteneurs de maison. Moi qui vous parle, j'ai une petite expérience de les dédouanements. Quand vous venez acheter quelque chose chez moi, vous me dites non, rendu, livraison, je vous paye l'argent. Ne me dites pas que non, le conteneur est déjà arrivé à Matadi, alors payez-moi l'argent qui reste. Combien reste? Parce que nous sommes convenus, par exemple, une maison 40 000 $, tout frais y compris, et la livraison. Je paye 40 000 $, la maison n'est pas livrée. Vous me dites, mais qu'est-ce qui prouve que j'ai bouffé l'argent? Parce que la maison est arrivée. Est-ce que vous avez ouvert tous ces conteneurs-là, vous avez trouvé que c'est des maisons qui sont à l'intérieur? Donc vous voulez me ramener dans une histoire telle que non, je viens avec des cartons sur ma tête, je vous dis qu'il y a l'argent à l'intérieur. Comment vous allez me croire? Venons-en maintenant au profil du président de la CENI. On a compris, tout ceci est lié effectivement aux enjeux électoraux à venir. Ça signifie que le président de la CENI doit aussi être quelqu'un de bonne envergure, de bonne moralité. Dernièrement, je vous ai reçu sur ce plateau, vous avez soutenu la candidature de Paul Sapou. Aujourd'hui, au vu de tous ces enjeux, pensez-vous que Paul Sapou soit encore l'homme de la situation? Merci de me rappeler encore la question concernant le profil du président. Comme je l'avais dit l'autre fois là, je continuerai à les soutenir. Paul Sapou, il a fait ses preuves, n'est-ce pas? D'abord par rapport à la probité morale et surtout au caractère, d'autant plus qu'il n'a jamais soutenu les processus électoraux que nous venons de connaître dans notre pays. Et puis, il n'a jamais flirté aussi avec les régimes dictatoriaux. Par contre, il les a combattus depuis l'époque de Mobutu. Hein, imaginez-vous qu'il était le vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme. Donc, il est mieux préparé pour comprendre la valeur de l'homme et ses droits, parmi lesquels les droits au vote. Voilà pourquoi c'est aussi le président fondateur de la Ligue des électeurs. Donc, il connaît ce que c'est les élections. Et dans une confusion comme la nôtre, vous voyez, au grand mot, grand remède. Son profil, d'abord par rapport à son caractère, c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment avec certaines tendances politiques. Il est resté tout droit dans ses bottes pour qu'il y ait réellement des institutions légitimes et démocratiques dans le système politique de notre pays. Et cela lui a coûté, je peux dire, toute sa vie, toute sa jeunesse. Il a passé tout son temps pour lutter à ce que, dans ce pays, qu'il n'y ait pas de régime fort ou des hommes forts, mais qu'il y ait le peuple qui soit fort. Parce qu'il est proche du peuple. Que ce soit le peuple qui soutient, n'est-ce pas, ses dirigeants. Que ce ne soit pas les dirigeants qui s'imposent. Voilà pourquoi moi je me dis, vis son parcours, vis son expérience, vis aussi au regard de toute l'expertise, parce que tel qu'il est là, c'est un patrimoine national, Paul Sapou. Peut-être pour des gens qui ne le connaissent pas, il y a aussi des confessions religieuses. C'est un représentant légal d'une église catholique. Alors, d'une des églises catholiques
réformée ou africaine. Voilà, quelque chose de pareil. Oui. En fait, nous avons appris de cet homme depuis les années 90. À l'époque, personne ne pouvait lever son doigt pour parler des élections, là où Mobutu régnait à maître tout puissant. Mais Paul Sapou, en dépit de la dictature de Mobutu, il a même organisé des séminaires, des conférences pour former des jeunes gens par rapport à la valeur des élections. En fait, son parcours, je crois qu'il peut aider la République et la jeunesse congolaise pour comprendre sa valeur et son importance. Vous savez, les politiciens utilisent beaucoup la jeunesse sans que la jeunesse ne s'en rende compte. Donc, il y a le travail qui doit être fait avant les élections, pendant les élections et après les élections. Je crois que par rapport au parcours de Paul Sapou, il est mieux placé, hein, contrairement à ceux que nous avons toujours connus. Et je crois que si aujourd'hui il émet le vœu de pouvoir présenter sa candidature, je demanderai, comment je dirais, à la société civile d'appuyer cet homme et de voir de quoi il est capable. Parce que notre pays a besoin des hommes réellement comme Paul Sapou. Il mérite pour diriger cette. Vous savez que dans notre pays ici, il y a un fléau sérieux qui est les tribalismes. Quoi qu'on dise, le tribalisme est encore dans les viscères de pas mal de Congolais. Et ne soyez pas étonnés qu'on vous rappelle que Paul Sapou était un Kassaya. Et donc, proche du chef de l'État. Oui, vous savez, c'est de petits hommes qui parlent de tribalisme. Des grands hommes, ils parlent de compétences. Notre pays a besoin de compétences. Il y a un grand défi qui doit être relevé dans ce pays. Vous voyez, nous avons vécu ici Ngoyi Mulunda, qui était originaire du Katanga. Ça n'a pas posé problème. Il a organisé les élections et Kabila est passé. Ça n'a pas posé problème. Personne n'est passé pour dénoncer le fait qu'il soit originaire du même espace linguistique que le président. Ça, c'est les faux débats. Les vrais débats, on parle compétence, on parle république, n'est-ce pas? On parle nation, on parle État. Quand on commence à dire non, voilà, l'autre là, il est originaire de... Ça, ce sont des débats que nous devons essayer de diminuer, même sur le plateau de télévision. Vous savez, les Belges ont sémé certaines choses. Vous savez qu'après certaines années, ça va avoir des effets. Parce qu'ils sont dans la logique de diviser pour régner. Moi, je reviens du Congo. Je profite par votre micro pour saluer ma base, hein, parce que j'étais dans le Congo profond. J'ai visité Tembo, j'ai visité Panzi, j'ai visité Mawanga, j'ai visité Mawangu. J'étais presque partout là-bas. Alors, j'ai vu des jeunes gens qui m'approchaient pour dire on te suit souvent sur B1 quand tu fais des émissions politiques. En tout cas, j'en profite pour vous saluer et vous demander de beaucoup suivre les émissions. Je crois sur B1, vous ne serez pas déçus. Merci de faire la propagande de B1. Non, ce n'est pas une propagande, parce qu'ils m'ont suivi sur B1. Alors, ils me l'ont dit. Oui. Je ne pouvais que leur retourner la même chose. Donc, je dis que, et là, je suis passé partout là-bas. Personne ne veut savoir d'où vous venez. Mais eux-mêmes, les Congolais, ils sont divisés parmi eux. Il y a les Congolais du Nord et les Congolais du Sud. La plupart des politiciens sont des Congolais du Nord. Beaucoup de richesses sont au Congo du Sud. Maintenant, même là au Congo, il y a la guerre entre les Congolais du Nord. Donc, les gens qui vous disent non, c'est la langue, c'est faux. Quand ils vont rentrer dans le milieu quand il s'agirait de la langue, ils disent non, ils sont de la même. Mais après, non, il est de quel village? Après, il est de quelle famille? Après, il est de quel clan? Non, les Belges savaient ce qu'ils s'aimaient dans les tribalismes. Pour le moment, nous ne parlons pas tribu. Nous parlons république. Nous parlons nation, RDC. Alors, si Paul Sapou est comment je dirais, originaire de l'espace linguistique, celui du chef de l'État, mais est-ce que cela fait de lui un incompétent? Non. Quand il a commencé à faire sa politique ou bien ses actions, est-ce qu'il savait qu'un jour on aurait dans ce pays un président ici du Kasaï? C'est depuis les années 90. Félix n'était même peut-être pas connu comme candidat président de la République. Bien. Vous voyez? Donc, il a tout un parcours. Oui. C'était pour des objectifs. Alors, aujourd'hui, que le pays veut rendre l'ascenseur à ses fils,
il faut quand même... C'est comme le docteur Mukwege. Ça, c'est de fierté pour la République. Vous comprenez? Alors, quand vous avez des gens qui font la fierté de votre pays, il faut les encourager. Aujourd'hui, les Congolais, j'ai aimé aussi le fait qu'ils sont en train d'appuyer les FRDC, même au front. Ils sentent qu'ils ont les soutiens. Donc, Paul Sapou mérite vraiment d'être soutenu par les Congolais, toutes tendances confondues. Il mérite. Oui, alors, les Congolais ne vont pas élire, ça on le sait. C'est la sous-composante société et plutôt église de la société civile, donc confession religieuse. Et c'est un vrai panier à crabes. Il n'est pas évident qu'un candidat, fût-il soutenu par la population, comme vous le dites, puisse sortir des urnes dans cette sous-composante de la société civile. Vous savez, ce n'est pas un hasard qu'on demande à ce que le poste du président soit occupé par la sous-composante de la société civile, qui sont les confessions religieuses. Parce qu'ils ont une représentation. Tous les Congolais, je dirais, en grande partie, ils fréquentent les églises. N'est-ce pas? Donc, ils savent ce que leurs fidèles pensent de l'avenir de la République. Voilà pourquoi nous leur demandons de pouvoir, n'est-ce pas, aller dans le sens de pouvoir donner à la République la chance d'avoir un président de la CENI qui est à la hauteur, n'est-ce pas, de sa tâche. Il ne vient pas là pour apprendre, il vient là-bas pour orienter. C'est-à-dire, Paul Sapou, il vient pour laisser une marque, des empreintes qui peuvent peut-être rester pour toujours par rapport à notre système électoral. Donc c'est comme un professeur qui veut donner cours aux étudiants. Vous êtes un assistant d'un professeur, on dit non, que le professeur qui vous a donné cours vienne pour nous donner. Vous dites non, moi j'ai déjà maîtrisé ces cours-là. Non, Paul Sapou, il faut le prendre comme un professeur en matière électorale en RDC. Il n'y en a pas deux dans ce pays. Alors, je crois que je ne fais pas trop de commentaires et je me dis, par rapport à mon avis, je trouve qu'il convient pour venir avec ses empreintes au sein de la CENI et ça va nous donner du moins l'image de ce qui représente cette institution qu'est la CENI parce que les élections dans notre pays ne peuvent passer que par là. Vous voyez, aujourd'hui on parle de réformes. C'est vrai, la CENI peut aussi envisager certaines réformes à son sein, n'est-ce pas, qui peuvent être salutaires pour la République. Oui, Paul Sapou, il a passé, certes, il était ici au pays aux premières heures de la démocratie, les années 90, et pour certains, il a passé aussi trop de temps à l'étranger. Et donc, peut-être qu'il ne maîtrise pas suffisamment les réalités du terrain électoral. Non, le fait d'avoir passé beaucoup de temps à l'étranger, ce n'est pas par sa propre volonté. D'abord, vous savez qu'il a connu beaucoup de menaces de mort. Et même s'il était à l'étranger, mais à l'étranger, il travaille dans le cadre des élections. Il a été dans beaucoup de pays comme observateur électoral. Vous voyez? Donc, il n'était pas là à bras croisés, il était en train de travailler. Et l'expérience acquise, il peut ramener ça au pays. C'est ça. Vous voyez, les Chinois, ils envoient leurs Chinois ailleurs, apprendre, puis ramener la connaissance au pays. C'est-à-dire, il a appris de l'intérieur et de l'extérieur. C'est-à-dire, il a une expérience complète. Et pour faire de notre CENI une bonne institution d'appui à la démocratie. Voilà. Donc moi, je me dis, ce n'est pas le temps passé à l'extérieur qui a changé la personne et le caractère. Non, la vision est restée la même. Elle est restée la même, c'est-à-dire la CENI a besoin d'une compétence de cette trempe-là. Je crois que Paul Sapou ferait mieux l'affaire et vous me donnerez raison. Bien. Alors, on va dire un mot sur Goma pour terminer l'émission. Catastrophe naturelle, incapacité du gouvernement ou de l'exécutif national à anticiper. Je crois qu'il y a une forme de récupération politique, ça existe toujours chez nous, hein, pour tout. Où on a commencé à fustiger, y compris le président de la République lui-même, mettre en avant-plan son incapacité de pouvoir prendre à cœur ces problèmes de Goma. Oui, merci beaucoup pour cette question-là qui touche tous les Congolais. Nous compatissons avec nos frères de Goma, parce que Goma, c'est une partie de la RDC. Quand ça brille là-bas, c'est-à-dire ça brille partout ailleurs. Et chez nous, au pays, les gens, ils voient toujours le mal partout.
Donc c'est comme si ces volcans-là étaient provoqués par le chef de l'État, n'est-ce pas? Alors, où il devait savoir que ça allait venir. Vous savez, même la Constitution reconnaît que les élections peuvent être décalées à partir d'une catastrophe naturelle. La Constitution reconnaît ça. C'est-à-dire, la catastrophe naturelle, c'est indépendamment de votre volonté. Nous sommes dans un pays où on est encore en train de chercher à mettre sur place un bon budget pour faire face à tout ce qui peut se présenter comme problème. La justice doit aussi aider la République pour boucher tous les trous de ceux-là qui sont en train de piller les ressources de la République. La République a besoin d'argent. Vous pouvez avoir la bonne volonté du monde, mais quand vous n'en avez pas les moyens, qu'est-ce que vous allez faire? Nous prions Dieu pour que Goma, que la paix revienne. Voilà, ils viennent d'une guerre. Après, maintenant, c'est les volcans qui réchauffent encore la situation. Ce n'est pas bien pour nos populations. Je crois que Dieu ne va pas abandonner ce peuple. Moi, j'ai beaucoup prié. J'ai dit que cette histoire-là s'arrête et que le Gomatracien retourne chez eux calmement et qu'ils vaguent à leurs occupations. Ça n'a rien à voir avec le chef de l'État. D'ailleurs, il y a des ministres qui sont sur place en train de faire le travail. Ils étudient les voies et moyens pour sécuriser la population, la mettre dans des conditions qui peuvent leur permettre de se mettre aussi à l'abri de cette catastrophe. Parce qu'on ne va pas accepter que tout le peuple soit décimé ou exterminé par le volcan qui font éruption au niveau de Goma. Donc ça n'arrange personne. Et ce n'est pas le moment où les politiciens peuvent jouer à la récupération. Ça montre qu'ils n'ont pas même le cœur, même pas de compassion pour ceux qui... Et il faut seulement sauter sur des occasions pour récupérer et puis tirer sur la personne chef de l'État. Mais le chef de l'État, c'est inhumain, il est passager, il est mortel. Mais là, le peuple, la République demeure. Donc, c'est pour ça que je suis en train de vous dire toujours que les Congolais, ceux qui nous dirigent, les politiciens, doivent comprendre que tout doit aller dans le sens de faire avancer le pays, pas les individus, la République, que la République soit grande, développée. Ça va faire du bien pour tout le monde, pour leurs familles, pour leurs enfants et pour leur progéniture. Merci beaucoup, Gilles Bakatushipa. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Cette émission, nous la terminons en gardant une pensée pour nos compatriotes, nos frères, nos sœurs, nos amis des Goma, et tout en espérant que la situation ira de mieux en mieux. Au revoir et à très bientôt.